Alors, bonjour. Nous ne commencerons pas tout de suite, puisque il y a peut-être des gens qui vont se joindre à nous à l'heure pile du début de cette conférence, 2h15. Il est actuellement 14h12, donc je pense que nous allons, je vais laisser tranquillement Véronique Rey, Véronique Rey d'Aix-Marseille, collègue et co-organisatrice, excusez-moi. Je vais présenter doucement les choses, mais je vais attendre en fait que l'heure commence pour vraiment nommer les gens et les collaborateurs et le titre de cette conférence. Donc, je te laisse peut-être partager ton écran. C'est ce que j'essaie de faire. OK. Là. Et, alors, là, je me vois. Raymond, si tu veux. Oui, Raymond, là, j'ai Raymond, s'il te plaît, merci. J'ai partager l'écran. C'est à quel endroit? Ah oui, ça c'est caché. Pardon. Veux-tu qu'on peut recouper l'enregistrement 2 secondes, puis on va le repartir? Tu veux que non, mon diaporama est là. C'était pour toi. Participer. Oui. J'ai mis comme... C'est bon. Bon. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à nous, chers collaborateurs techniciens. Nous sommes très heureux d'avoir de l'aide parce que, comme vous vous en doutez tous, chers participants, on essaie de patiner, de voltiger à travers la technique et par moments, nous vivons des petits stress et nous avons des sueurs froides, mais tout finit par s'arranger. Donc, je vous présente en cet après-midi, donc il y a quelqu'un de l'assistance qui a dit qu'avec webinaire, on ne pouvait malheureusement pas applaudir. Eh bien oui, on va avertir les gens de Zoom webinaire que ce serait bien agréable de pouvoir voir, mais vous pouvez toujours peut-être utiliser votre petite main. En montant votre petite main, ça donnera l'impression que vous applaudissez, mais on sait bien que ce ne sera pas pour poser une question. Donc, je me permets de revenir donc à la présentation de cet après-midi. Elle est donc faite, cette conférence de cet après-midi est le fait de Véronique Rey et de ses collaborateurs Christina Romain et Éric Tortochot. Je cède la parole à Véronique. Merci, je change donc de casquette et je salue donc Christina Romain et Éric Tortochot qui ont accompagné cette recherche, qui l'ont construite et j'espère la rapporter du mieux possible. Alors, depuis hier, nous questionnons la simplification des textes et cette simplification, elle repose sur une maîtrise, la maîtrise de la dynamique de l'écriture numérique. Et cette maîtrise de la dynamique de l'écriture numérique, nous avons voulu l'interroger par les choix qui sont faits par le rédacteur professionnel, les choix de simplification, et est-ce que ces choix donc, qui conditionnent la performativité de l'efficacité de ces choix, et est-ce que ces choix ont réellement un impact, c'est-à-dire est-ce que les usagers comprennent ce que le texte avait pour mission de leur dire. Alors, nous verrons successivement dans quel cadre théorique nous travaillons. Vous verrez que certains éléments sont bien sûr redondants par rapport à tout ce qui a été entendu depuis hier.
puis nous verrons le corpus que nous avons constitué et comment nous l'avons constitué, et puis les choix qui ont été faits par les rédacteurs professionnels par rapport à ce corpus et quelles conclusions nous en déduisons. Alors tout d'abord, le cadre théorique. Le cadre théorique, bien sûr, a déjà une ancienneté. C'est tout ce qu'a apporté Isabelle Claire et Céline Baudet sur la notion d'écriture experte, d'écriture de haut niveau, de rédacteur professionnel. Ce sont des concepts clés en rédactologie qui renvoient à cette idée que l'activité du rédacteur dans son activité d'écriture est une activité qui nécessite un contrôle cognitif de haut niveau avec une gestion de contraintes, pour reprendre les propos de Plane et collaborateurs, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas hors contraintes, mais qu'on écrit dans un champ de contraintes et que ceci concerne tous les aspects de la production, comme le souligne Kellogg. Donc ça, c'est pour des capacités à un très haut niveau. Et puis, on est dans une situation d'énonciation particulière, singulière, à savoir que, même si le mot médiateur n'est pas nécessairement partagé, dans notre philosophie à Aix-Marseille Université, dans le cadre de notre formation de rédacteur professionnel, nous attirons l'attention de cette situation énonciative qui est très particulière, puisque le rédacteur professionnel se situe entre un client ou un mandataire et un destinataire, et que cette situation de médiateur ne doit pas apparaître, un peu comme maintenant avec toute la situation là à distance, où ne doit pas apparaître toutes les difficultés qui sont liées à cette gestion de la distance. Eh bien, le rédacteur professionnel est un médiateur incognito, c'est un peu le souffleur, ce qu'on appelait le souffleur au théâtre. Donc, situation d'énonciation singulière qui conduit au rédacteur de ne jamais être devant de la scène. Mais néanmoins, il est une interface indispensable. Ça, c'est dans un contexte tel qu'il existait avant le contexte numérique. On en vient maintenant au contexte numérique qui va modifier la donne, dans le sens que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans un premier temps, on pourrait imaginer que le contexte numérique simplifie le travail du rédacteur. Eh bien, en fait, cela conduit à une plus grande complexité, comme le souligne Baudet et Claire. Je suis désolée de dire des noms qui sont, ça me fait drôle, mais néanmoins, c'est Isabelle et Céline qui ont tout de suite attiré l'attention que le numérique ne simplifiait pas, mais au contraire générait une complexité plus grande, et que dans le questionnement de la simplification des documents administratifs, il allait falloir intégrer l'environnement numérique comme une tâche, une charge supplémentaire. On est donc bien dans un enjeu de gestion d'équilibre, dans des relations où on doit intégrer, bien entendu, les liens hypertextes, dont il a été déjà parlé dans les journées précédentes et ce matin, mais également dans les outils graphiques. Et vous verrez que nous allons revenir sur ces outils graphiques. Et c'est pour cela que ces enjeux interactionnels conduisent à propulser le texte écrit à un document écrit. On ne peut plus, dans le cadre de la simplification de la communication écrite, penser que ça se réduit à un texte. On est obligé, dans le cadre de l'écriture numérique, de l'intégrer complètement dans un contexte de document. Et un document qui il y avait un mot ce matin qui était très intéressant, qui était le mot polyphonie, c'est-à-dire on est dans une polyphonie et pas dans une seule entrée. Alors, ça, c'était pour le cadre théorique de l'écriture professionnelle. Mais on est également, et ça a déjà été dit dans d'autres présentations, dans un contexte extrêmement porteur, à savoir que ce soit au Québec ou en France, des lois demandent aux administrations de simplifier les contenus. Et cette demande est extraordinaire, car ce n'était pas du tout l'objet dans les années 70 du XXe siècle. Et ça veut dire qu'on a un soutien dans le cadre de la rédactologie, un soutien que ce soit par l'État, par les administrations, mais également, comme on l'a vu le premier jour, par des organismes qui, eux aussi, ont le souci de la simplification. Et cela nous oblige à essayer de définir cette simplification et à voir comment faire pour le gérer au mieux. Ce contexte numérique conduit donc le rédacteur professionnel à diversifier ses compétences
notamment ses compétences technologiques, mais pas dans le sens de devenir un ingénieur en informatique. C'est un des gros soucis que nous avons eu pendant la formation de rédacteurs professionnels, de ne pas leurrer les étudiants. Ils ne vont pas devenir ingénieurs en informatique, mais on ne peut pas ne pas connaître le vocabulaire de la technologie. Et c'est en cela qu'il y a donc une augmentation de compétences de la part du rédacteur professionnel. Ça, c'était pour le contexte. Et puis, toujours dans ce cadre théorique, il y a d'intégrer le design graphique, c'est-à-dire d'intégrer, le mot a été dit plusieurs fois, le visuel. Mais le visuel en pensant ce design graphique. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser qu'est-ce qui se passait quand on était en situation synchrone et qu'est-ce que l'on doit imaginer quand on est en situation asynchrone. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on est en situation de face à face, il y a énormément d'implicites, une connivence qui se crée ou pas, mais qui est potentiellement là et qui est gérée par la mimique, la gestuelle, par la posture, la prosodie, par tout ce que le langage contribue à apporter. Et vous voyez là, pourtant je suis avec un écran, je ne peux pas ne pas bouger les mains. Et donc, ça fait partie, ça, de la communication avec les autres humains. Et cette communication, elle était possible dans des relations de face à face. Qu'est-ce qu'elle devient, cette communication qui est fondamentale pour porter de la bienveillance, pour porter une invitation à la coopération du citoyen ou de l'administré? Qu'est-ce qu'elle devient dans une interaction numérique en situation asynchrone? Et l'hypothèse que nous faisons est que la dimension de design graphique est absolument nécessaire pour soutenir, pour éclairer, et on va voir comment, on pourrait dire que derrière éclairer, il y a le mot visible, mais également pour faciliter cette reconstruction de la signification, c'est-à-dire pour aider l'administré, quel qu'il soit, cet administré à se construire très rapidement une représentation ou à sélectionner très rapidement dans quel univers il va devoir comprendre le texte. Ce n'est pas hors contexte, c'est toujours dans un contexte et le design graphique peut être un soutien considérable. Alors, par design graphique, nous entendons donc tout ce qui va accompagner le langage, tout ce qui va impulser, stimuler, renforcer la valeur informationnelle et qui va permettre de mettre en place une relation coopérative et donc, par cela, gérer de la performativité, c'est-à-dire conduire l'administré à aller vers la tâche qu'on lui demande, à aller faire, à agir dans ce qu'on lui demande et dans ce qui est attendu. On a donc là un étayage au service de l'intention de l'administration vers une coopération et qui permet de voir ce qui est, de donner à comprendre le visible et le lisible, mais ça s'étaye, il n'y en a pas un qui est au service de l'autre, c'est pour ça que je parle de document. Et puis, il y a également de porter l'identité visuelle. Et cette identité visuelle, dont je reparlerai après, eh bien, c'est un liant. Et comme le dit Fréchin, c'est un liant qui est comment dire, comme une mayonnaise qui résulte de produits hétérogènes. La technologie, le produit, l'usage, les gens, c'est cette hétérogénéité-là qui prend. Et en prenant, eh bien, on va avoir la construction d'une représentation où le signe, la forme, le dessin et le dessin avec EIN, c'est-à-dire la visée, sont groupés et construits ensemble. On voit bien là que l'efficacité informationnelle du message nécessite alors cette compétence dans le design graphique, c'est-à-dire dans une représentation forte et un usage fort du design graphique considéré comme un élément, on le verra par la suite, mais un élément du contexte immédiat du fait de sa visibilité. Alors, j'en viens maintenant au corpus et à la méthodologie. Le corpus a été réalisé grâce à un site en France mis en place par le gouvernement qui est voxusager.gouv.fr qui montre deux choses. Tout d'abord, les administrés pointent des difficultés pour appréhender des documents administratifs. Et les administrés vont donc écrire qu'ils n'ont pas compris telle ou telle chose.
Et ce sont ces remarques-là que nous avons étudiées. Et je disais que ça nous donne à voir deux choses. La deuxième chose, c'est que le gouvernement est conscient que les documents fabriqués par les différentes administrations posent problème. Et ça, c'est une chance considérable de nouveau. Je disais que je parlais tout à l'heure du contexte qui était… On est aujourd'hui au XXIe siècle dans le fait que c'est admis que nous devons améliorer les documents professionnels, que nous devons sortir de la représentation romantique du bien écrire et que nous devons être au plus près des administrés pour ne pas les perdre, surtout avec cette augmentation du numérique. Alors, ça, c'était donc le corpus. Notre objectif va être alors de repérer qu'est-ce que les administrés ont écrit, pardon, vous voyez, je dis, donc, qu'est-ce que les administrés ont écrit, parce que tout était écrit. Et notre analyse sera de voir comment des rédacteurs ont tenu compte des remarques des administrés pour simplifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont introduit? En aucun cas, nous nous permettrons de juger l'évaluation du travail des rédacteurs. C'est simplement de donner à voir qu'est-ce qu'eux, en tant que rédacteurs professionnels, ont introduit et comment ils ont pris en charge les remarques des administrés. Et on verra plus particulièrement les marques de personnalisation qui ont été largement signalées dans différentes communications depuis hier, et puis bien sûr l'élimination du jargon juridique ou administratif. Dans notre démarche, on est donc, vous avez bien compris que nous avons donc deux angles d'attaque, à savoir la communication linguistique et le design graphique, mais qu'on pourrait appeler cela la communication. Ça me gêne, vous voyez, de continuer à le séparer, ce n'est pas séparable. Et il y a donc, ce que je viens de dire, de repérer ce qui a été identifié par les administrateurs et quelles sont les compétences qui sont convoquées pour réécrire. Alors, quand je parle du design, bien entendu, il y a la mise en relief, il y a la couleur, il y a les illustrations, les pictogrammes, et on pourrait se dire, mais alors ça veut dire que le rédacteur professionnel, en fait, il faut qu'il devienne un designer graphique. Non, non. C'est l'enjeu, c'est exactement comme tout à l'heure quand je parlais de l'informaticien qui va être performant pour gérer un site web. Ce qui se joue là, c'est un problème de vocabulaire, de parler la même langue. Tout à l'heure, Isabelle disait, on part avec des compétences très hétérogènes et puis à force de travailler ensemble, on a construit une culture commune. Eh bien, c'est ce qui se joue. C'est donc de mieux comprendre ces connaissances, de les intégrer dans son travail ou dans ses collaborations, mais en aucun cas de changer de métier. On peut bien sûr changer de métier, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le propos. Le rédacteur professionnel reste rédacteur professionnel, mais il ne peut pas ne pas connaître la notion de design graphique et qu'est-ce qui est porté avec. Nous allons donc regarder dans les documents rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de documents dans le cadre de l'exposé, mais nous allons donc regarder à la fois qu'est-ce qui a été réalisé en termes de simplification linguistique et discursive et comment on est dans une meilleure communication entre les protagonistes, comment cela facilite, mais également comment l'intégration du design graphique fait qu'il y a une visibilité du document. Et on rejoint là la théorie de Lebar en 2007 qui montre que tout l'enjeu, c'est l'adéquation entre le résultat désiré et le résultat obtenu. Et je pense que ça traverse complètement le travail du rédacteur professionnel où il a un résultat désiré et puis le résultat obtenu qui est une adaptation à la situation, à l'évaluation et qui est sans arrêt en fait un chemin. Et ce n'est pas du tout ce qu'il avait nécessairement prévu au départ. Et je pense que les différentes personnes qui ont participé à la table ronde hier ont vécu cette notion de chemin. Alors, j'en viens au corpus. Le corpus, je vous présente donc une lettre qui est et donc ça va faire écho à ce qu'a vécu Adeline Muller, puisqu'elle citait un exemple personnel et ça m'a fait rire parce que c'est exactement ce type de lettre que je vous présente maintenant. Donc, vous avez une lettre reçue par un administré avec des informations en amont que vous devez voir, oui, c'est ça, que vous devez voir ici, donc des informations administratives, puis le texte.
Madame, monsieur, vous avez reçu sous un précédent pli une notification d'un dû concernant la créance d'un montant de, au titre 2, ayant pour motif changement de situation. Bon, ça c'est l'introduction. Vous n'êtes pas sans savoir que selon l'article du Code, la responsabilité de signaler rapidement tout changement de situation vous incombe, notamment financier, professionnel, familial, concernant votre foyer, ainsi que toute modification de votre lieu de résidence. Si vous manquez à cet impératif, vous vous exposez à une radiation. Donc là, on a, je vais en reparler tout de suite après, mais on peut avoir exactement ce dont parlait Adeline Muller, une certaine angoisse pour le lecteur qui appréhende ce texte. Il vous est possible de réaliser vos déclarations en ligne sur le site internet à partir de votre espace personnel Mon Compte, par courrier ou par téléphone, point virgule. Pour toute déclaration, vous êtes tenu de renseigner votre NIR. Il n'y a pas de note en bas de page pour indiquer qu'est-ce que c'est, ainsi que les références dossiers. Il convient que vos déclarations soient faites dans les plus brefs délais à l'issue du changement de situation, mais elles peuvent également l'être à tout moment ultérieur en cas d'oubli. Les déclarations tardives, omissions de déclaration, fausses déclarations peuvent constituer des fraudes. Si de tels manquements se reproduisent, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions qui s'imposent à votre encontre. Veuillez recevoir nos salutations respectueuses. Donc, c'est un texte de ce type qui a amené des lecteurs administrés à réagir. Qu'est-ce qu'ils ont pointé comme élément? Le premier, c'est que le courrier est dense. Ils le vivent comme redondant, ils ont l'impression d'être accusés plusieurs fois. Les axes temporels se trouvent mélangés, ils ne savent pas si c'est avant, après. Le recours au texte de loi est parfois jargonneux, l'acronyme, ça je l'avais déjà dit, mais on l'a vu tout au long de ces 2 journées, l'acronyme pose problème, il n'est pas explicité. L'administration, le ton de l'administration, on en a parlé juste avant, ce ton est un ton qui est en surénonciation, c'est-à-dire qui peut être accusateur, il peut être menaçant. Ça renvoie à tous les travaux de Christina Romain sur ces situations d'interaction langagière où la surénonciation peut générer cette notion d'acte langagier menaçant. Et puis, au final, on apprend que la personne risque d'être complètement discréditée, disqualifiée. Qu'ont réalisé les rédacteurs? Alors, pardon, excusez-moi, avant, donc la demande des usagers, en réinterprétant donc les différentes demandes, il y a donc des choses qui portent sur la lisibilité à travers la clarté du propos et l'intelligibilité, comme on l'a vu dans de nombreuses communications dans ce colloque. Il y a bien sûr les ingrédients du langage écrit et puis les ingrédients de la mise en scène du contexte. Cette notion de mise en scène du contexte, vous allez voir que nous allons l'appréhender par le design graphique. Alors, après réécriture, déjà, vous voyez, le document est beaucoup plus aéré. Et on voit apparaître ici un logo et la couleur du logo est reprise ici. Et ici, on voit un paragraphe et là, la gestion d'un autre paragraphe. Si on veut interpréter ce qui a été fait, on voit que tout d'abord, il y a une illustration qui renvoie donc la poignée de main et qui peut être un clin d'œil de coopération. Elle peut ne pas être appréhendée comme ça serait dépend de chacun, mais on peut imaginer que c'est une volonté du rédacteur de donner à penser ça. Et on a immédiatement ici l'objet du courrier qui est rappelé, donc rappel de vos obligations. Et là, j'attire votre attention sur qu'est-ce qui est écrit, à savoir dans le texte, au cours de l'année passée. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir… oui. Donc, au cours de l'année passée, vous avez perçu une somme d'aide à laquelle vous n'aviez pas droit, car vous n'avez pas signalé un changement de votre situation. Vous avez remboursé votre dette et nous vous en remercions. C'est incroyable. C'est-à-dire que le premier paragraphe, là, fait un état temporel d'une situation où la personne est en règle. Et donc, elle est rassurée. Et puis ensuite, on change de paragraphe. Pour éviter que cette situation se reproduise, on a une temporalité qui est beaucoup plus gérée. On a donc un conseil, mais un conseil qui est là sous une forme impérative. Vous devez signaler rapidement tout changement professionnel. Et dessous, dans un encadré que l'on pourrait découper et coller sur le réfrigérateur pour ne pas oublier, on a toute une série d'informations qui sont à la fois visibles,
par des pictogrammes, par la mise en page de ce document-là et par un accès en ligne, par courrier. Et donc, on a encore la chance d'avoir le téléphone. Donc, je ne sais pas encore combien de temps, on parlait de la disparition du fax, mais on a encore la possibilité du téléphone. Donc, on voit là la volonté dans ce travail-là, la volonté déjà de mettre en place une coopération par un remerciement. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la surénonciation, on est dans une coopération et dans le travail des rédacteurs professionnels, dans la volonté de guider le lecteur. Et la réécriture des troisième paragraphes, eh bien, dissocie de ce qui va être l'objet de l'obligation et qui est là dans un texte, de ce qui relève de référence et qui apparaît comme quelque chose qui va être complètement séparé. Donc, on n'a pas la même lecture, la même façon de lire le document quand il est dans un paragraphe de type texte écrit et quand il est dans un document supporté avec un design. Cette réécriture permet donc de nous conduire à la conclusion qu'on a bien à faire, exactement comme les travaux qui sont réalisés notamment avec Isabelle Clerc en 2019, donc que ce soit au Québec ou en France, on a bien à faire à la même visée, c'est-à-dire rendre fluides les relations entre les usagers, les administrés et l'administration, et pour aller plus loin, et l'État. C'est-à-dire que la communication écrite, vous voyez, là j'ai dit le mot communication, on n'est pas dans le texte écrit, on est dans la communication écrite. Et ce document repose sur l'accompagnement de l'administré. C'est-à-dire qu'on parlait du lecteur-navigateur, mais c'est le lecteur administré là qui est visé, et c'est ça qui est à repérer. Par rapport à l'intervention d'Adeline Müller tout à l'heure, qui parlait de certains rédacteurs qui trouvaient qu'on perdait en finesse d'écriture, le contexte est fondamental. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de finesse d'écrivain, d'écrire à la Flaubert ou à la Baudelaire pour dire quel numéro de téléphone doit être fait pour joindre l'administration? Et donc là, on voit bien que la visée est très, très importante. Dans cette approche-là, on voit que les rédacteurs ont effectivement renforcé l'efficacité performative du document, non seulement par la langue écrite, c'est-à-dire la mise en mots, qui prend en compte, qui coordonne le destinateur, donc l'État, et le destinataire, et qui essaie de créer la mise en route d'une action spécifique. Et là, vous voyez, par rapport à l'article, on est bien dans une prévention, en fait. Le texte est une prévention pour que le citoyen ou l'administré ne se trompe pas la fois suivante. Et on est donc dans un travail sur une activité à venir. Et puis, il y a la mise en scène par le design graphique qui fonctionne comme un moteur de performativité, c'est-à-dire que c'est lui qui va guider également le lecteur. Et donc, ces deux aspects sont absolument en coordination pour créer une confiance relationnelle. Et je pense que cette confiance relationnelle est à la base de la bienveillance. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire « je vais être bienveillant ». On a tous envie d'être bienveillant, mais on a des façons de faire qui parfois manquent la cible parce qu'on n'a pas réussi à établir cette confiance relationnelle. Alors, pour un dernier mot sur cette idée-là de confiance relationnelle et de l'apport du design graphique dans le travail du rédacteur professionnel, il y a à parler la langue du design graphique, c'est-à-dire à comprendre qu'il y a dans la forme visuelle du contenu langagier. Quand je vous ai fait un commentaire sur les deux poignées de main, je suis en langage. Et donc, celui qui voit les deux poignées de main dans le document administratif, il est dans une activité langagière portée par un design graphique. Et à l'heure de la généralisation de l'écriture numérique, la visibilité et la lisibilité sont indissociables. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas existé avant l'écriture numérique, mais l'écriture numérique, les sites web font que ce n'est plus possible en écriture papier de ne pas tenir compte de l'écriture numérique.
C'est-à-dire que cette écriture numérique booste même l'écriture papier. Elle nous oblige à intégrer le design. On ne peut plus envoyer à des citoyens des lettres comme vous avez vu au début, avec l'impression qu'on a fait une faute, qu'on s'est trompé et qu'on n'a sûrement pas payé alors que tout allait très bien. C'était juste pour après. Et on voit là que dans la relation donc, de communication écrite État-citoyen, il nous est absolument nécessaire de considérer qu'on n'est plus dans un texte écrit, mais dans un document écrit où le visible est à construire et à penser en même temps, et non pas après, mais en même temps que le document écrit. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci, Véronique. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Tortocho et Christina Romain sont arrivés, sont là aussi, parfaits. Donc, dans les remarques, quel avant-après parlant? Donc, on voit que bonjour! Et donc, on voit que quel avant-après parlant, donc effectivement, on se rend compte. Et ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte à quel point l'administration est devenue transparente. Alors moi, je suis vraiment estomaquée de voir que l'administration française accepte en fait que des chercheurs analysent les commentaires des citoyens de façon totalement transparente et que ça permette à des rédacteurs de pouvoir retravailler les lettres et en arriver à ça, parce que là, on voit vraiment le passage de quelque chose de menaçant, accusateur à quelque chose de bienveillant. Alors là, les indices textuels sont vraiment frappants. Alors peut-être Christina, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui. Alors, on ne t'entend pas. On n'entend pas Christina? Le micro. Vous m'entendez? C'est parfait. Oui. Oui, donc j'étais partie déjà. Donc, oui, effectivement, on voit très bien dans cet exemple, dans ce document écrit, comment la relation interdiscursive d'adressage, on va dire, de l'administration à l'administré est transformée. Et alors, ce à quoi ça me fait penser, je vais revenir juste sur un petit point, sur la notion de médiateur dont vous parliez tout à l'heure, dont on a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure. Par exemple, si on prend ce corpus, ça m'a fait penser à ça, on n'est effectivement pas dans la position, dans une compétence de médiateur, mais davantage de vecteur, parce qu'on est bien, l'ERP va devoir réécrire pour favoriser la relation, et c'est une des demandes du mandant au départ, donc de l'administration, donc à accord de ce point de vue-là. Mais je pense à un autre corpus sur lequel on a travaillé, donc toujours avec Eric et Véronique, où là on était dans le cadre d'une entreprise qui donnait un mandat d'écriture. Et là, c'était intéressant de voir que le RP, il convoque une compétence de médiateur. On est bien dans la médiation au sens où il doit à la fois prendre en compte ce dont l'entreprise a besoin, ses besoins qu'elle n'évalue pas complètement au départ, et de l'autre côté, il doit également prendre en compte les besoins du lecteur. Et du coup, il va être vraiment médiateur parce qu'il va s'opposer à un moment donné potentiellement à la représentation de l'entreprise, etc. Donc, ça m'a fait penser à tout ce qui a été dit. Donc, du coup, je raccroche un peu à notre présentation de ce soir, enfin de cet après-midi. Mais voilà, ça fait penser justement à toutes ces compétences, et la conférence qui a eu lieu juste avant était très intéressante aussi avec cette production fonctionnelle et la production professionnelle. Et on a tous ces fils derrière, enfin il y a plein de choses à faire, c'est enthousiasmant. Voilà. C'est extrêmement intéressant. J'ai une question de Céline, justement, et qui s'adressera sans doute à tout le monde, mais particulièrement à Eric Tortocho. Est-ce que le designer passe avant le rédacteur dans les faits? C'est une excellente question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui.
Bonsoir et bonjour, enfin je ne sais plus, mais à distance en tout cas. Ravi d'être avec vous cet après-midi. En fait, c'est un travail collégial, c'est un travail collaboratif, c'est un travail collectif. Donc ça veut dire que c'est un travail où tout le monde est simultanément dans la réponse à la demande. Il n'y a pas de travail qui s'imposerait à l'un ou à l'autre des parties prenantes, à l'une ou à l'autre des parties prenantes. C'est-à-dire que le designer graphique va avoir un certain nombre de prescriptions qui sont notamment liées à la charte graphique, c'est-à-dire à l'identité visuelle de l'entreprise ou de l'administration. Là, en l'occurrence, ici, on a une administration, mais dans le cas que Christina évoquait d'un autre travail qu'on a pu faire ensemble, c'est effectivement une entreprise privée. Donc, on a tout un univers graphique qui est constitué par l'entreprise en amont. Là, il y a un amont, il y a quelque chose qui se passe avant. Et du coup, le designer graphique a un certain nombre d'informations à sa disposition qui pourraient lui permettre d'avoir un peu d'avance. Mais en réalité, quand le travail va se faire, et là je parle sous le contrôle de Christina et de Véronique, quand le travail de mise en forme va se faire au moment de la rédaction par le rédacteur professionnel, c'est un travail qui va se faire dans la négociation, dans la discussion. C'est un travail qui va se faire donc dans un temps, une forme de simultanéité. Et c'est ce que disait Véronique dans la présentation, c'est un travail qui suppose que l'une et l'autre des parties prenantes, je vais y arriver, l'un et l'autre des professionnels écoutent ce que dit l'un et tiennent compte de ce que dit l'autre. En fait, il y a une discussion permanente et une prise en compte permanente des contraintes qui sont propres à chacun. Le designer graphique va travailler avec les outils du graphiste qui reposent sur un langage non verbal, et puis le rédacteur professionnel va travailler avec ces outils qui sont ceux du texte et qui sont ceux que Véronique a parfaitement décrit dans le contexte de cette communication. Voilà, moi je le dirais comme ça, il n'y a pas d'avant et d'après, il y a surtout cette collaboration et ce travail collectif simultané. C'est très important et c'est assez fondamental, et ça nécessite donc que les deux métiers s'entendent, se comprennent, se connaissent. Je continuerai là-dessus si ça ne vous dérange pas. Outre l'identité visuelle, l'image de marque de l'entreprise, ou à la limite l'identité visuelle, le programme d'identité visuelle du gouvernement, et puis la charte graphique qui est en soi imposée, vous avez quand même tout un travail de design d'information, enfin ce qu'on appelle nous ici le design d'information ou d'architecture d'information, ce qu'on appelait dans le temps la structuration de l'information. Mais donc le reflet visuel, le reflet dans la charte graphique, dans la maquette graphique de la structure, donc regroupement, hiérarchisation, ordonnancement, ça, c'est quelque chose qui va quand même au-delà de l'identité visuelle, de la marque. Donc, en fait, là, et là, je pense que le designer, mais designer plus large que graphique, le designer de contenu, il peut aller au-delà du langage en allant chercher une façon de présenter. Je vous donne l'exemple qui me vient à l'esprit. Je sais que les Belges, alors Adeline est peut-être plus là, mais j'avais assisté à un colloque sur le plain language, et on voyait les Belges avaient proposé des lettres administratives où là vraiment, les designers s'étaient permis beaucoup de choses parce qu'ils avaient repris, en fait, et ça revient à la conférence, à ce que disait tantôt Véronique, c'est que le numérique avait imposé finalement sa loi à l'imprimer en faisant une sorte de petit train en haut de la lettre. Donc, en fait, on avait comme un petit train, là, des petits wagons, et en fait, ça marquait le parcours du client, le parcours du citoyen, qui montrait que finalement, dans son interaction avec l'administration publique, il en était rendu à la 4e étape. Et ça, je pense que même si on travaille conjointement et sous forme de négociation, là, on voit que c'est vraiment une innovation qui avait été pensée par le designer d'information. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on est au-delà pour moi, là, c'est plus que simplement graphique, c'est l'organisation du contenu qui… Oui, mais je pense que je me permets, Eric, de commencer à répondre, et puis tu poursuivras si tu veux. Je pense qu'on a des représentations professionnelles très handicapantes, c'est-à-dire que le rédacteur
va se penser en termes d'outils linguistiques et pas forcément de je sais pas faire. Il va dire je sais pas faire par rapport au design. Et le designer risque de dire non, non, mais moi je fais plein de fautes d'orthographe, je sais pas écrire. Moi, mon truc, c'est et tout l'enjeu là de notre collaboration, c'est de montrer que ça se construit ensemble et que ce soit ce que tu viens de dire sur l'avancée majeure du design graphique, c'est une innovation fondamentale, est accompagnée par la découverte de la notion de coopération et de bienveillance de la part du rédacteur. Et que c'est vraiment cheminer ensemble et pas rester chacun sur des acquis professionnels. Mais Eric, je te... En fait, moi, ce que je serais tenté de dire, c'est qu'on vient de parler de 3 métiers différents, en fait. Avec la communication proposée cet après-midi par Véronique, on parlait de 2 métiers. On parlait du designer graphique et du rédacteur professionnel. Et là, Isabelle, vous avez ajouté quelque chose qui rentre dans le domaine de ce que nous, on appelle le design de service. C'est un design qui est un design de conception en amont de toutes les organisations, effectivement, qui rendent possible l'accès à la complexité des informations et des données de services qui sont principalement ceux de l'administration aujourd'hui. Dans le cas qui était présenté aujourd'hui, il y avait cette proximité entre le designer graphique et le rédacteur professionnel. Dans le cas évoqué par Christina, où on parle d'une entreprise privée, on a vraiment un travail de cohésion ou de tentative, parce que c'est un échec, mais bon, peu importe, on va pas préciser de quoi il s'agit. Là, on n'a pas le temps, mais la tentative de cohésion entre ce qui relève d'une communication d'entreprise et ce qui relève du travail de rédacteur professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, à petite échelle, fonctionne. Et c'est ce qu'on décrivait. Nous, on décrivait cette écologie-là, si on peut parler d'écologie. En revanche, dès qu'on rentre dans des organisations très complexes, ce qui est le cas des administrations, il y a effectivement autre chose qui est en jeu et qui relève de cette organisation générale dans laquelle les designers graphiques sont obligés de rentrer, sinon ils sortent du cahier des charges qui leur est imposé. C'est un terme qu'on n'a pas utilisé, mais je crois qu'il faut l'employer. Le cahier des charges, ce sont les contraintes. On a des contraintes, on doit faire avec. Donc le designer graphique répond à des contraintes qui sont celles de la charte graphique d'une certaine manière, ça c'est le plus simple, mais plus largement, il y a tout le design d'organisation. Et là, je suis tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle il y a des choses qui dépassent largement la simple mise en page d'une lettre administrative et du ton et de la manière dont cette lettre va être rédigée. On est sur une autre échelle, du coup. Alors, je vous remercie. Puis ça va, j'ai une réplique qui est très intéressante de Michel Monte, qui dit « Il me semble que la lettre a pris les bonnes choses du design graphique tout en gardant la simplicité linéaire, ce qui n'est pas le cas de sites administratifs touffu, ça va exactement dans ce que vous dites, où la navigation est difficile. Et plus on sort, et plus on est dans l'écosystème, comme on en parlait hier, et effectivement, plus c'est large et plus on fait intervenir en fait d'acteurs. Alors, je vous fais... il y a quelqu'un qui dit, est-ce que votre exemple de lettre avant-après disponible dans un article ou un ouvrage que je pourrais consulter? Alors, je vous rassure, oui, on va faire des actes de colloque, donc vous verrez l'article en question et vous pourrez distribuer l'article en question à vos étudiants. Pour un cours de rédaction générale, vous voyez que tout à fait, il n'y a pas de problème. Isabelle Sperano dit présentation très intéressante. Merci Véronique et Eric et Christina. Il faut une meilleure intégration design graphique et rédaction, c'est bien vrai. Quel genre de compétences pensez-vous qu'un rédacteur doit développer pour être en mesure de bien intégrer design et rédaction? Alors, je vais te donner la parole tout de suite, Eric et peut-être Christina, mais de façon, sous forme de boutade, la première chose à intégrer, c'est un enseignant en design graphique. Tout est dit, Véronique. Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute à ça? Non, mais je crois que c'est très important de ne pas se leurrer. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire et que ce n'est pas simplement en lisant des ouvrages. Il faut qu'il y ait des expériences professionnelles partagées et que chacun vient avec…
Et donc, nous avons, dans le cadre de la formation rédacteur professionnel, complètement intégré Eric dans la formation. Mais ça, je pense qu'effectivement, les deux mondes doivent se conjuguer. Alors, mais je vais laisser Eric et Christina donner avoir une petite réaction. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Oui, juste préciser. D'abord, j'en profite du coup officiellement et puis de manière très large et publique, remercier Véronique et Christina de m'avoir intégré dans leur équipe. Parce qu'effectivement, c'est un réel plaisir, c'est une découverte. Et en fait, c'est aussi l'occasion de montrer qu'on peut avoir des collaborations sur des enseignements qui sont relativement éloignés, a priori, et qui finalement se retrouvent sur énormément d'aspects. Tout ce que Véronique a évoqué dans sa présentation fait écho. Vous n'imaginez pas à quel point, pour un designer, c'est quelque chose qu'il ignore. Hein. Tout ce que Véronique aborde, le designer ne l'aborde quasiment jamais, mais parce qu'il n'utilise pas les mêmes mots, parce qu'il ne le dit pas de cette manière-là, parce qu'il ne l'emploie pas ou ne l'intègre pas ou ne le conscientise pas de cette manière-là. Mais en réalité, il est confronté à toutes ces questions en permanence. Donc, juste pour dire que ce qui est important dans l'intégration d'un enseignement de design graphique dans la formation des rédacteurs professionnels, ça n'est pas, surtout pas, ça a été dit, hein, mais je le répète et il faut vraiment insister là-dessus, ça n'est surtout pas tenter de former des designers graphiques. Il ne faut pas chercher à aller vers cette intégration d'une compétence qui serait celle d'un super rédacteur pro qui deviendrait super designer graphique. Ça n'est pas possible. En revanche, sensibiliser le rédacteur professionnel à la dimension du design graphique, ne serait-ce que travailler avec lui sur les questions de typographie, de couleur, d'intégration de la couleur dans des documents qui sont soit imprimés sur du papier, soit diffusés sur des écrans. Les relations de la couleur au papier et la relation de la couleur à l'écran n'ont rien à voir. Ce sont des questions techniques très simples, mais qui nécessitent d'être comprises, d'être appréhendées, d'être testé, d'être expérimenté. Donc, ça passe aussi par quelques éléments de pratique. Donc, il y a une sensibilisation avec un petit retour sur une histoire quand même qui est importante. Moi, je pense qu'il faut avoir une petite culture de design graphique, c'est-à-dire en fait, de l'écrit, de comment l'écrit s'est constitué, de comment les textes et les livres se sont construits petit à petit pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pour mieux comprendre d'ailleurs comment l'écran s'est organisé, parce que l'écran s'est organisé à partir de ce que les textes écrits avaient fait avant, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Je ne vais pas écrire, on va pas refaire le cours ici, mais l'idée c'est ça, hein, c'est vraiment de sensibiliser et de donner cette culture et cette appétence chez le rédacteur professionnel, cette appétence au graphisme, avec l'envie de travailler avec un graphiste. Voilà. Alors, je vous remercie. Je sens que, je ne sais pas si Christina voulait intervenir une toute petite seconde, on arrive à la fin. Alors, une petite seconde juste pour dire que je ne rajouterai rien à ce qu'Eric a dit parce que c'était parfait. et ensuite, juste que la question plus large des compétences du RP, c'est quelque chose qui est, je pense, à creuser et on va avancer en ce sens parce qu'on a plein d'idées. Voilà, à venir. Peut-être juste, Sarah pose une question, cette distinction entre médiateur et vecteur est très intéressante. Une question, est-ce que les rédacteurs et les designers collaborent souvent en France? Alors, la distinction est absolument nécessaire parce que ça permet de repérer dans quel contexte on travaille et ça permet de comprendre pourquoi on va devoir gérer des conflits ou pas. Et comment et avec quels outils on va pouvoir gérer des conflits professionnels. Par contre, la coopération designer et rédacteur, c'est un processus qui est enclenché et c'est lié à l'écriture numérique et que sur le terrain, petit à petit, on va voir émerger de plus en plus de coopération. Mais c'est un processus qui est complètement contemporain. Alors, je dirais qu'effectivement, nous, au Québec, on est très proche entre le design et la rédaction, simplement par le fait que plusieurs rédacteurs professionnels formés, linguistes, formés en rédaction professionnelle, sont devenus profs à l'école de design. Et du coup, même si au départ, des graphistes,
encore là par contact avec les designers graphiques et les designers de services et les designers de produits et les designers, etc. Mais finalement, c'est que ces deux mondes se sont côtoyés constamment. Et en fait, nous, on travaille, on a des concentrations en rédaction professionnelle, en design. Et je pense en design, ils ont des cours de rédaction professionnelle ou des ateliers ou des... Donc, en fait, je pense qu'on est effectivement au début d'une nouvelle ère où il faut qu'on travaille ensemble en collaboration. Et je pense que ce que vous avez dit est remarquable et ça a été répété par Chantal Audette qui nous dit il est heureux que vous nous disiez qu'il n'est pas nécessaire pour un rédacteur de devenir designer, mais d'être sensibilisé au travail du design. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante à avoir en tête. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très utile. Et bien sûr, je lancerai un dernier petit clin d'œil à quelqu'un qui nous assiste aujourd'hui, qui s'appelle Roxane et qui fait sa maîtrise avec moi, et Isabelle Sperano qui est en Alberta, donc en rédactologie et design de service. Donc, on fait de plus en plus des maîtrises sur mesure sur les deux parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas parler sans mettre les deux choses ensemble, surtout quand on étudie le clavardage comme service à la clientèle. Donc, je vous remercie infiniment. On est déjà arrivé à la pause. Merci de votre présence, si tard le soir en plus. On passe à la pause, si vous voulez bien, et on se revient dans 15 minutes. Merci mille fois à vous deux, Christina et Eric. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer à distance. Bye bye. Merci également.